Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue. Lundi, le président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, a fait l'objet d'un mandat d'amener délivré à son domicile français. Ceci consécutif à une plainte du franco-ivoirien Michel Gbagbo l'accusant d'enlèvement, de séquestration, de traitements inhumains et dégradants, ce après son arrestation suite à la chute du régime de son père, Laurent Gbagbo. Dans les arcanes du pouvoir ivoirien et dans le rang des avocats de la deuxième personnalité de l'État ivoirien, ce fut le branle-bas. Des réactions outrées se sont succédées. Très vite, tel un ballon de baudruche, l'attention s'est aplatie, le juge ayant rapporté sa décision. Guillaume Soro et l'affaire Michel Gbagbo, des bruits de casserole de trop pour l'avenir politique du leader, de l'ex-leader des forces nouvelles. L'appréciation de nos invités, ce sera de moment à l'autre. Avec eux, nous irons donc à explorer les méandres de l'inculpation du général Gilbert Diendéré dans le sulfureux dossier d'assassinat du président Thomas Sankara. Sans détour, nos invités nous feront part de leur point de vue sur ces différents sujets. Mais avant, le flash d'information. Au Rwanda, le pays tiendra les 17 et 18 décembre un référendum sur une révision constitutionnelle. La réforme permettrait au président Paul Kagame d'être candidat à un troisième mandat consécutif. Au Burundi, on reste imperturbable. L'Europe ne trouve pas suffisantes les propositions de Bujumbura pour remédier aux violations des droits de l'homme dans le pays. L'UE annonce qu'elle prendra des mesures appropriées. En Centrafrique, l'appel est à la vigilance. Des barricades ont été érigées et des tirs entendus à Bangui après l'annonce des candidatures retenues pour la présidentielle du 27 décembre et le rejet d'une dizaine, dont celle de l'ex-président François Bozizé. Dans le cadre de la plainte déposée par Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, pour enlèvement, séquestration, traitements inhumains et dégradants, la justice française est passée à la vitesse supérieure. La juge d'instruction Sabine Kéris a émis lundi un mandat d'amener à l'encontre du président de l'Assemblée nationale ivoirienne en déplacement à Paris. Mandat vite annulé suite à la brouille diplomatique qui s'en est suivi. Guillaume Soro et l'affaire Michel Gbagbo, des bruits de casserole trop tôt et de trop pour l'avenir politique de l'ex-leader des forces nouvelles, des éléments d'appréciation juste après ce générique. Deux invités pour m'accompagner au cours de ce nouveau numéro de votre émission Débat en deux vues. Sur ce plateau, Médéric François Gongo, journaliste, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à mes téléspectateurs de Sika TV. À ma droite, un autre homme, un homme de droit bien au fait de l'actualité politique pour nous accompagner. Maître Alain Orunla est avocat au barreau de Cotonou. Maître Alain Orunla, bonjour. Bonjour Monsieur Joël Yetondi, bonjour Médéric Gongo. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Eh bien, je me retourne vers Médéric François Gongo, plusieurs fois convoqué mais jamais rendu disponible. Guillaume Soro a fait l'objet d'un mandat d'amener qui a suscité toutes sortes de réactions. Comment avez-vous, de votre position, cette situation? Guillaume Soro a été inquiété. Il a sué, je dirais, une sueur froide, pour ne pas me répéter. N'eût été la forte mobilisation sur le front diplomatique, c'est qu'il aurait été humilié. Cela repose la problématique de la gestion post-électorale. Cela repose le problème de la réconciliation en Côte d'Ivoire et nous observons là un goût d'inachevé. Nous constatons là une sorte de confrontation entre la haie qui très tôt s'est appréciée sur instruction du gouvernement ivoirien à mettre la main sur Laurent Gbagbo et à le faire comparaître. Nous assistons également aujourd'hui à ce que la justice française a bien décidé de voir clair dans comment les choses se sont passées. Et à l'évidence, Laurent Gbagbo était au pouvoir, quoi qu'on dise. Et les guerriers ont attaqué la Côte d'Ivoire et ont eu le dessus avec la complicité et de l'Occident et de certaines forces sur le plan africain. Mais aujourd'hui, nous constatons que tout comme Laurent Gbagbo a été inquiété
et mis aux arrêts, quitte à ce qu'il ne soit complètement inculpé dans les jours à venir, nous constatons que les autres aussi, Guillaume Soro, et moi je parlerai par extrapolation également du président Ouattara, qui pourrait également être amené à comparaître. Et si ça, nous y reviendrons avec votre commission. Maître Alain Orunla, un mandat d'amener émis à l'encontre de Guillaume Soro invraisemblable à vos yeux? Pas du tout, c'est la logique judiciaire même. Et c'est rare qu'on fasse les choses mal en France. Lorsqu'un mis en cause est invité, puis convoqué plusieurs fois, puis fait savoir au juge, à la justice française, qu'il ne compte pas se présenter, le Code de procédure pénale français permet de décerner à son encontre un mandat de comparution. Même s'il dispose d'une immunité diplomatique. J'y viens, un mandat de comparution et un mandat d'amener, et pour terminer, un mandat d'arrêt. Parce qu'on ne répond pas à l'invitation, parce qu'on ne répond pas à la convocation. Le Code de procédure pénale français, comme la plupart des codes de procédure pénale, ne prévoit pas ces questions d'immunité diplomatique ou parlementaire que le juge ne pouvait pas ignorer, puisque au moment où le dossier a été ouvert, il est su que M. Soro Guillaume est président de l'Assemblée. Et pourtant, on l'a invité, et pourtant on l'a convoqué, et pourtant on a décerné le mandat de comparution, qui n'a pas été annulé. Parce que annulé suppose qu'une juridiction mise en berne supérieure, non, rapportée, c'est-à-dire que c'est le magistrat qui a délivré ce mandat de comparution qui a été convaincu de le rapporter. Probablement plus pour des questions d'opportunité que pour des questions juridiques ou légales, parce que même illégal, ce mandat, entre guillemets, personne n'a dit qu'il est illégal. Le mandat d'amener est valide dès lors que la personne invitée se soustrait à la justice. Et ce mandat doit être exécuté par les forces de l'ordre, sauf si l'auteur le rapporte ou une juridiction supérieure, la chambre de l'instruction par exemple, l'annule. Donc, il ne faudrait pas crier très tôt à la victoire. Si le juge d'instruction a été convaincu par les démonstrations diplomatiques qu'il y a eu, et je crois que les avocats de M. Soro Guillaume ont travaillé, puisqu'ils se vantent d'avoir produit des ordres de mission. Si on produit des ordres de mission, ça veut dire que le statut diplomatique ou le statut d'immunité n'est pas acquis. Le juge savait que M. Soro Guillaume était président de l'Assemblée. Il a fallu, je n'ai pas vu le dossier, mais mes confrères défendant les intérêts de M. Soro Guillaume l'ont dit, ils ont produit un ordre de mission pour expliquer les raisons de la présence de M. Soro Guillaume en France et pour amener, certainement par des voies diplomatiques, encore que là-bas on ne se mêle pas trop de la justice, de rapporter ce mandat de comparution. C'est ce qui a dû peser l'eau dans la balance. Je pense, et je suis d'ailleurs certain que c'est ce qui a dû peser, c'est-à-dire que le magistrat a été convaincu de l'inopportunité, entre guillemets, d'aller au bout de la mesure, puisque c'est le magistrat qui a délivré le mandat de comparution qui, comme la loi le lui confère la possibilité, a lui-même rapporté, je dis lui pour le magistrat, nous savons que c'est une femme, a rapporté donc ce mandat de comparution et sans qu'on ait besoin de s'appesantir ou de polémiquer sur le caractère diplomatique, sur les immunités de ci ou de ça, puisque c'est en parfaite connaissance de cause que ce mandat a été délivré. Je rajoute et je termine en disant que bon nombre de mandats visent certaines autorités, des présidents, des chefs d'État qui sont visés. Un certain chef d'État soudanais, je crois, pourrait-il se présenter en France et se soustraire ainsi à l'exécution d'un mandat d'arrêt? C'est une question. Ça veut dire que le fait d'être président du Parlement ivoirien ne soustrait pas l'individu à l'œuvre de justice. Et je crois d'ailleurs que ceci devrait obliger à répondre aux invitations présentes d'une nation amie. Vraisemblablement, Médéric, la diplomatie ivoirienne a dû peser lourd dans la balance. Les avocats ont apporté leur touche, comme s'en tient aussi à la démonstration de Maître Alain Orunla tout à l'heure. Et comme l'ont commenté certains, et là, il s'agit de Guillaume Soro, qui a eu la main du maître à côté, Ouattara, qui a aussi dû peser lourd dans la balance. Voyez-vous une certaine façon de protéger les siens, comme l'ont chanté d'aucuns? De toute évidence, en Côte d'Ivoire, nous constatons une justice des vainqueurs à l'intérieur du pays. Sur ce sujet-là aussi? Non, de manière globale. Et nous avions pensé un instant
que dans la guerre de succession de Ouattara, c'est que Guillaume Soro serait bouté dehors, serait mis à rude épreuve, surtout par rapport au prétendu rôle qu'il aurait joué au Burkina Faso au profit de Bagayoko. Mais nous pensons que le président Ouattara a mis les petits plats dans les grands pour rapidement amener l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire à répondre illico presto devant le ministre des Affaires étrangères ivoirien pour trouver un gentleman agreement de manière à éviter que l'humiliation n'aille jusqu'au bout. Parce que le début de mandat d'amener prouve déjà qu'il y a problème, qu'il y a difficulté et que, comme l'a dit tout à l'heure le maître qui s'y connaît très bien, on ne pouvait pas évoquer une immunité, une prétendue immunité diplomatique pour refuser de répondre des actes qu'on a eu à poser. Les informations font état de ce qu'il y aurait eu autour de 10 personnes, on les appelait la Comzone, qui auraient été, j'allais dire, estés en justice par Michel Gbagbo. Michel Gbagbo qui a la double nationalité et qui pourrait se prévaloir de cela également pour agir en France. Nous constatons que par rapport à la procédure de réconciliation, par rapport à la logique de succession, parce que Ouattara l'a bien dit, tel qu'il a souligné la fois dernière, c'est pas évident qu'il aille au bout du mandat, il va falloir qu'il ouvre la succession. Par rapport, je dirais, à la réconciliation d'un côté et de l'autre côté, par rapport à la succession de Ouattara, il se joue là un jeu politique sous fond, j'allais dire, de tentative de sacrifice de quelqu'un au profit de l'autre, parce que quoi qu'on dise, tôt ou tard, Guillaume Soro sera appelé à répondre de ces actes, parce que la procédure est déjà enclenchée. Et comme l'a dit Maître tout à l'heure, rapporter une décision ne veut pas dire l'annuler. Certainement que Ouattara jouerait des pieds et des mains pour qu'au plus haut niveau, l'affaire soit ou classée, ou tout simplement accélérer d'une manière ou d'une autre pour qu'on envoie peut-être une mission, si ça se faisait, en Côte d'Ivoire, pour qu'on écoute, ou qu'on envoie des questions que monsieur le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire puisse répondre. Il y a toutes ces possibilités que l'on pourrait envisager, mais le grand baromètre ici que nous pouvons constater de manière à mieux apprécier la situation, c'est que le système français n'est pas satisfait de comment la crise ivoirienne a été gérée. Vous trouvez? Le gouvernement, je vais bien, le gouvernement d'entretemps, dirigé par Sarkozy, a joué le rôle qu'on connaît et qui est d'un secret de polichinelle aujourd'hui pour faire Patrick Gbagbo tout comme pour limer Kadhafi de l'autre côté. Mais aujourd'hui, face aux difficultés de réconciliation, les signaux que nous avons eus des dernières élections, où le taux de participation était des minables, et qui devrait amener ce taux de participation à la sortie d'une crise. Non, la crise c'était au moment où Gbagbo et Ouattara s'affrontaient. Et en ce moment, on a vu ce qu'on a vécu. Elle est bien loin derrière nous maintenant? Voilà, elle n'est pas complètement derrière parce que les séquelles sont d'actualité. La réconciliation a du plomb dans l'aile et l'affaire Guillaume Soro aujourd'hui démontre que fondamentalement le verre est dans le fruit et qu'on pourrait avoir des personnalités qui répondent. D'une opportunité en une opportunité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le juge a dû décider de rapporter la décision. Mais ça, c'est fait aussi le jeu de Guillaume Soro. Et est-ce qu'on ne va pas classer de fait le dossier à cette allure? Je ne le pense pas. Le juge, je connais les juges et en particulier les juges français. Quand je parle d'opportunité, c'est par rapport à un acte. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait une panoplie de mesures. Par exemple, envoyer une commission rogatoire, comme Médéric l'a suggéré, afin que Sorom Guillaume soit écouté en Côte d'Ivoire. Le juge a analysé toutes les possibilités. Avant de décerner ce mandat de comparution, on convoque, on invite. Vous devez vous mettre à disposition. Vous ne vous mettez pas à disposition, on passe à la vitesse supérieure. Et croyez-moi, on n'est pas sur le chemin du classement. Ce qui se joue aujourd'hui signifie que le jour où Soro Guillaume n'est plus président de l'Assemblée ou n'a plus d'immunité à revendiquer, il se trouverait sous le coup d'éventuels mandats qui pourraient être... Mais il ne faut pas oublier qu'il est toujours là, il accompagne le régime en place et pourrait revenir encore président de l'Assemblée. Oui, qui pourrait être décerné. Non, la situation ne restera pas telle qu'elle. Et que la justice ou que le gouvernement français ne soit pas satisfait de la manière dont les choses se règlent en Côte d'Ivoire, c'est une possibilité. À titre personnel, je n'en suis pas satisfait. Mais sur un plan juridique, je peux vous donner ma parole et l'engagement que le juge français ne lâchera pas l'affaire. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un ressortissant français qui a déposé plainte pour contre des faits simples.
séquestration, enlèvement, etc. Le juge français avait la possibilité de prendre une ordonnance de refus d'informer. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire que le juge veut rechercher des éléments pour la manifestation de la vérité. Et c'est certainement à ce titre que le principal visé a été invité. Donc, si M. Soro-Guillaume n'avait rien à se reprocher, parce que je ne pense pas qu'on puisse mettre en doute l'impartialité de la justice française, au moins sur ce dossier, la preuve c'est que le mandat a été rapporté, il suffit de se présenter pour dire « je suis diplomate, j'ai l'immunité parlementaire, je n'ai rien à voir avec ces faits, etc., etc. » et attendre ce que ferait la justice française. Le fait de ne pas se présenter et le fait de faire barrage, parce que Soro-Guillaume, d'après ce que je sais, aurait refusé de comparaître. Il dit n'avoir pas été informé des premières convocations. Ce n'est pas évident. Ce n'est que bien après qu'il a découvert la convocation. Je crois savoir qu'un juge responsable, et je pense que le juge d'instruction est responsable, ne peut pas se contenter de mandats ou de convocations qui ne sont pas parvenus à leur destinataire. On s'en assure. La preuve, c'est que quand on a voulu que les ordres de mission lui parviennent au juge, ils sont parvenus. Donc on n'a pas dit qu'il n'a jamais été convoqué, on dit qu'il refuse de se présenter. Maître François Gongo, les avocats de Guillaume Soro ne sont pas du tout contents de la façon dont les choses se sont passées. Pour faire court, pas contents de Michel Gbagbo, c'est ce dont il est question, et disent désormais se réserver le droit de l'attaquer pour dénonciation calomnieuse. On assistera sous peu à un serpent de mer par rapport à cette affaire-là? Je pense que c'est de leur droit que de sentir le client un peu inquiété dans son honorabilité et que de vouloir aller par la vitesse supérieure pour faire répondre celui-là même qui est le maître principal de cet acte de justice. Mais je crois que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui oblige les autorités ivoiriennes, toutes tendances confondues, à vite aller vers la réconciliation. Mais c'est déjà lancé. Parce que la machine est lancée, mais il y a eu une hypocrisie ambiante, il y a eu du colmatage, il y a eu une justice à plusieurs vitesses. On l'a constaté et je pense qu'on a tout mis en veilleuse pour permettre aux élections de rapidement se tenir de manière légitimée un pouvoir par les mécanismes que nous avons compris, les désistements, les ralliements ipso facto. Non, c'était une élection très démocratique. Oui, évidemment. Nous n'allons pas revenir dessus parce qu'on a eu des chiffres, il n'y a pas eu des gens qui ont contesté les chiffres et très tôt, Ouattara a été félicité comme c'était prévu. Total de la Côte d'Ivoire. Prévu. Je crois bien que dans le cas de figure, les autorités ivoiriennes, les autorités juridiques, les autorités politiques de la Côte d'Ivoire devraient déjà percevoir le signal donné par la justice française. C'est-à-dire, dorénavant, lorsqu'il y aura un fait à reprocher à une autorité ivoirienne, si ce fait ne lui est pas reproché à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, est vidé comme tel, après l'avoir mené à comparaître, c'est qu'il aurait des inquiétudes lorsqu'ils quitteront le territoire ivoirien. On peut avoir des plaintes élargies, ça peut quitter la France pour aller au niveau de l'Union européenne. Et on peut avoir la possibilité d'interdiction de voyage de séjour à plusieurs autorités ivoiriennes. Ce qui oblige politiquement et juridiquement les autorités ivoiriennes à ouvrir le jeu de négociation pour aller vers la réconciliation, la paix des braves. Parce que tel que ça se passe aujourd'hui, je pense que tout ne s'est pas bien passé lors de l'arrestation de Gbagbo. Le traitement qu'on a vécu, ce qu'on a voulu qu'on voit au niveau de la télé ou... Ça c'est du passé. C'est vraiment... Non, on ne peut pas... C'est le passé. Vous l'avez constaté. Aujourd'hui, c'est le passé qui se poursuit. Et je pense que lorsqu'il y a eu des faits qu'on pouvait amener devant la justice pour que la justice statue là-dessus, lorsqu'on a eu des brimades, lorsqu'on a vu comment le président, en exercice, bien élu ou mal élu, il était en exercice. Lorsqu'on a vu le traitement qu'on a fait au président Gbagbo, lorsqu'on a vu la suite des événements où on a été obligé, on a amené des gens à s'exiler, on a appelé des gens à revenir au pays, on les a emprisonnés, où il y a tout un tour de vices pour nous prouver que la paix en Côte d'Ivoire, alors que l'évidence démontre complètement le contraire. Je pense que les autorités juridiques de la Côte d'Ivoire, les autorités politiques de la Côte d'Ivoire devraient se savoir déjà menacées partout où elles seront si elles n'arrivaient pas elles-mêmes très vite à passer la vitesse supérieure pour qu'on vide le dossier de qui a fait quoi, quand, où et comment, pour qu'on ne soit pas
à jubiler dans un camp pendant que les autres aussi ont des choses. Maître Alain Rolla, dans ce dossier, justice et politique s'entremêlent et s'entrechevauchent, si on peut dire. Mais voyez-vous Guillaume Soro en train d'avoir trop de dossiers à gérer pour quelqu'un qui a beaucoup d'ambition? Parce qu'à côté de l'affaire Michel Gbagbo, il y a aussi l'affaire d'enregistrement téléphonique qui est là et qui ne sommeille pas. Ben bien sûr, Soro Guillaume est connu pour son activisme. Moi, je vais revenir à la situation en Côte d'Ivoire. Il faut être deux pour faire la guerre. Le camp Ouattara et le camp des rebelles. La personne l'a protesté, vous l'avez constaté. C'est comme ça qu'on les appelait, c'était les rebelles et les forces. Mais pourquoi dites-vous qu'il faut être à deux? On a fait la guerre, il y a des bénéfices. Ça c'est vrai, personne ne l'a refusé, non? Bon, pourquoi vous revenez là-dessus? Je reviens là-dessus parce que les vainqueurs jugent les vaincus. Ce n'est pas la justice. Bah, écoutez, le camp Ouattara est protégé. Les gens qui ont pris des armes... Mais quand c'est un avocat qui le dit, mais je m'interroge. Non, avant d'être un avocat, c'est un observateur, c'est un citoyen. Et ce sont vos observateurs vos observations qui vous amènent à le dire? Il n'a échappé à personne quand même. Les forces nouvelles, avant d'être nouvelles, étaient qualifiées de rebelles. C'est par une lutte armée que le président Gbagbo a été délogé. Et on lui impute l'exclusivité des exactions qui ont été commises à cette occasion. Le président Ouattara... On ne peut pas oublier que récemment, lors de la dernière assise, il y a quand même des pro-Ouattara qui ont été interpellés. C'est vrai qu'on ne connaît pas encore la suite, mais c'est déjà un début, non? Il s'appelle comment ces pro-Ouattara? Moi, je parle du leader des forces rebelles, qu'on appelle aujourd'hui les forces nouvelles, Soro Guillaume. Mais il faut prouver d'abord sa culpabilité. Est-ce qu'on a prouvé la culpabilité de Gbagbo? C'est le tribunal saisi qui prouve la culpabilité. C'est devant ce tribunal qu'on prouve la culpabilité. On parle de poursuite. Là, Michel Gbagbo, dans le cas d'espèce, dit « j'ai été séquestré, j'ai été illégalement arrêté et j'en impute la responsabilité à Soro Guillaume ». Ben, il faut que Soro Guillaume vienne s'expliquer pour dire « je n'ai rien à voir là-dedans ». Je vous parle de justice et d'une procédure. Je n'ai pas condamné. On constate que dans cette affaire de la Côte d'Ivoire, seuls les pro-Gbagbo et Gbagbo sont jugés. Et nous avons eu à échanger lorsque le verdict a été rendu dans l'affaire Simone. Le camp Ouattara a choisi d'exiler Laurent Gbagbo, a choisi d'humilier sur place son épouse, ses partisans, désinquiétés, cependant qu'on parle de réconciliation. Mais moi, je m'en tiens à l'œuvre de justice. Une autorité qui n'a rien à se reprocher essaye de se faire blanchir dans son propre pays, et c'est précisément parce que rien ne se passe dans son propre pays de bien que le conflit est déporté. La France a parfaitement et doublement compétence pour se saisir de ce dossier, d'une part parce que l'une des victimes est de nationalité française, et qu'ensuite la France s'est donné une compétence universelle pour apprécier la responsabilité de gens qui auraient commis ce type d'exactions. Donc, il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien d'anormal dans la démarche judiciaire française. Ce qui est anormal et anachronique et illégitime, c'est ce qui se passe du côté des autorités ivoiriennes qui ont fait la chasse aux partisans de Gbagbo, qui sont allés chercher Blé Goudé. Non pas que j'affiche la moindre sympathie pour l'un quelconque d'entre eux, mais si nous parlons de justice, soyons justes, et il faut que ça frappe dans les deux camps. Je terminais mon propos en disant que les conditions de l'assassinat de cet officier qu'on appelait IB, Ibrahim Koulibaly, et dont on dit que les instructions et les ordres ont été donnés par un certain Soro Guillaume. On dit que ce sont des rumeurs qui disent, des rumeurs. Mais justement, il faut Vous ne travaillez pas à mettre sur des rumeurs, non? Mais je ne travaille pas sur des rumeurs, j'appartiens à un corps qui travaille sur des soupçons, sur des indices. Et ça fait partie des indices. Bon, écoutez, ce n'est pas l'homme de la rue qui a ordonné l'exécution de Ilé. Hein, les ordres viennent d'en haut, puisque c'est des militaires qui sont allés. On connaît ceux qui ont exécuté IB, mais ils n'ont pas été jugés, il n'y a pas d'enquête. Médéric François Gbagbo, Guillaume Soro a assez d'ambition pour son pays, la Côte d'Ivoire. On le voit peut-être sous peu dans l'habit d'un nouveau chef d'État pour la Côte d'Ivoire, jeune, assez éloquent, dit-on, mais aussi ambitieux. Comment le voyez-vous atteindre cet objectif avec tant d'affaires? On dirait que jour après jour, on en décortique, on en déterre. Ces promoteurs-là, son aventure? Je pense qu'on commet toujours l'erreur fatale lorsqu'on se croit le plus habile, lorsqu'on se croit le plus futé, le plus astucieux. C'est qu'on oublie toujours qu'on n'a pas la capacité d'anticiper tous les événements. Guillaume Soro, dans le cas du Vigus, se retrouve au cœur des faits convergents, de faits reprochables.
la situation en Côte d'Ivoire va se poursuivre. C'est vrai qu'il y aura beaucoup d'autres plaintes, il y aura beaucoup d'autres assignations, au niveau, que ce soit au niveau de la France, que ce soit au niveau de la CEDEAO. On aura peut-être la cour au niveau de la CEDEAO. Les gens ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, parce qu'il faut le dire. Tous ceux qui ont été avec Gbagbo s'organisent également pour se faire entendre de la meilleure des manières. Je pense que s'ils ont eu à abandonner... Vous en savez certainement oui, des choses. Exactement. Je pense qu'ils ont eu à abandonner la lutte armée aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ne vont pas abandonner la lutte sur le terrain politique, sur le terrain médiatique et au niveau des relations internationales. Pour un parti en difficulté, un PDCI en difficulté, quelle lutte politique est-elle encore possible? Je crois que le FPI n'est pas tellement en difficulté. Le FPI est ce qu'il est. Les résultats au niveau d'Abidjan, que ce soit lors de l'affrontement Gbagbo et Ouattara, et même le fort taux d'abstention en l'absence du mot d'ordre de consigne de Gbagbo la fois dernière, les petits problèmes au niveau des pro-Gbagbo, les désistements des deux prétendants les plus sérieux. On a laissé Afin-Guessant faire le match amical avec son ami chez qui il amenait tout le temps les deux femmes candidates. Je ne veux pas aller dans ces débats. Je pense que dans le cas de figure, la succession de Ouattara a commencé. Moi, je vois Bakayoko beaucoup plus en pole position et je crois que tout ce qui arrive à Soro aujourd'hui n'est pas anodin. Vous voyez encore Bakayoko derrière? Non, je ne vois pas Bakayoko derrière. Ah, voilà. Je me dis Bakayoko se retrouve en pole position. Mais je constate de l'autre côté... des scandales du genre l'arrangent, c'est ça? Je constate de l'autre côté que Soro ne finira pas si tôt avec cette difficulté. Parce qu'au niveau du Burkina Faso, il sera appelé à répondre. Même s'il y a des micmacs pour nous faire croire que c'était des sons forgés. Même si au niveau de la justice, je passe sous le contrôle de maître. Vous n'êtes pas juste, non? On peut être amené, l'authenticité des propos. On peut être amené à dire que des propos, des images ne seraient pas des preuves. Hein, des preuves. On pourrait être amené à le dire. Mais c'est vrai également qu'il y aura des témoignages. Il y aura beaucoup de personnes qui parleront. Donc, je crois que, pour en revenir à votre question, l'avenir politique de Guillaume Soro se retrouve un peu hypothéqué par deux événements majeurs. Par rapport à la succession, l'autre, je parlerai de Bakayoko, n'hésiterai pas à lui faire la fête, et il sera accompagné dans tout ce mouvement par le grand groupe, je le dis, je le redirai toujours, par le grand groupe des Mandingues. Il sera accompagné par le grand groupe des Mandingues. Le Conseil constitutionnel est dirigé par qui? La plupart des grandes structures en Côte d'Ivoire sont dirigées par qui? Le Conseil constitutionnel est indépendant, je viens. Non, les grandes structures sont dirigées par qui? Allez-y voir quelque chose. Mais Soro Guillaume, aujourd'hui, va se retrouver pratiquement seul. Parce que Ouattara n'ira pas jusqu'au bout pour le défendre. S'il tente de trop le défendre, c'est que, j'allais dire, les étaux vont se refermer sur Soro Guillaume, et l'un dans l'autre, comme on le dit chez nous, quand le fil tire la corde, ou quand la corde tire le fil finira par tirer l'aiguille aussi. Mais donc, Ouattara politiquement, vous voyez Guillaume Soro, un homme finissant? Non, je vous ai dit, moi je n'ai pas le don de divination, mais ce qui est certain, c'est un garçon audacieux, téméraire, qui n'a pas hésité à prendre des armes et qui a négocié. Je n'ai pas de pièces à vous produire, mais c'est évident. Il a même fait preuve de patience, parce que ça m'étonne qu'il n'ait pas encore renversé le président Ouattara, qui a négocié son avenir professionnel. Dans un contexte comme celui-ci? Non, je veux dire avant. Je crois que le deal est le suivant. Tu me laisses faire 1 ou 2 mandats, et puis après tu prends la succession. Ce qui explique d'ailleurs le positionnement du sujet comme président de l'Assemblée. Quand on a été président de l'Assemblée et qu'on est en politique et qu'on est ambitieux, ce qui reste, c'est la présidence. Donc il peut se tenir tranquille, le fauteuil est assuré. Non, je parle du préalable. Le voilà. Maintenant, il y a d'autres qui s'invitent dans cette guerre de succession, qui n'est d'ailleurs pas réelle, parce que je me souviens avoir dit ici que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour faire partir le président Ouattara de sitôt. Donc il y a une guerre de succession. Ouattara l'a promis, s'il le faut besoin, il partira avant la fin de son mandat. Le fort des politiciens, c'est les promesses jamais tenues. Mais bon, en tout cas, moi je ne travaille pas sur cette hypothèse. Donc, aujourd'hui, la guerre de succession semble ouverte. Et toute guerre de succession, c'est comme une guerre de sécession. Les coups seront très durs, très rudes, et on n'hésitera pas à tirer sur Kigbafori, Soro Guillaume, qui a beaucoup de casseroles, il ne faut pas le nier. C'est quelqu'un qui a pris ouvertement les armes, qui a conquis sa place à la force des armes, et qui a toujours fait preuve de brutalité, ce qui fait de lui quelqu'un de craint.
Nul n'échappe à son destin. Vous ne pouvez pas avoir commis ou être à la tête de troupes à qui on impute de telles exactions sans jamais répondre. Ça, c'est la première des choses. Et les affaires judiciaires sont nombreuses. Je ne sais pas si vous avez connaissance de l'une de ces compagnes qui a été jugée en France déjà pour maltraitance. Mais ça, c'est la compagne, on ne va pas mêler ça à l'homme. Oui. Écoutez, ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. L'affaire au Burkina Faso. C'est évident, discutable, vous êtes d'accord, maître? On parle d'indices. Hein. Il y a l'étau, comme a dit Médéric. Et autres indices? Ce qui se passe au Burkina Faso, où on peut dire ce qu'on veut, le Premier ministre a reconnu et a authentifié. C'est vrai que ce n'est pas l'autorité qualifiée pour ça, l'authenticité des enregistrements qui implique, et ce n'est pas étonnant puisque le Burkina a été l'arrière-base aussi de l'avènement des forces nouvelles. Donc il y a beaucoup de dossiers qui vont surgir, c'est inéluctable. En peu de mots, l'homme doit retrousser les manches. Oui, bien sûr, c'est un combattant, mais moi je pense, et c'est une bonne chose, parce que ce que je voulais dire qui était important, le discours n'est pas forcément politique, même s'il y a des choses à régler. Le discours, c'est un discours de justice. Il faut qu'on apprenne à nos dirigeants, je le dis toujours, à ceux qui aspirent à nous diriger, à répondre de leurs méfaits. Et en Côte d'Ivoire, il y a eu des exactions de part et d'autre. Il n'est pas normal que seuls les vaincus soient jugés et humiliés et que les vainqueurs soient protégés par une justice qui se veut universelle ou universaliste. Tout le monde doit y passer. Merci à vous, maître Alain Rolla. Chers téléspectateurs, ne bougez pas. Dans un instant, le second thème au menu. Mais avant, un nouveau point de l'actualité à travers ce flash d'information. Au Rwanda, le pays tiendra les 17 et 18 décembre un référendum sur une révision constitutionnelle. La réforme permettrait au président Paul Kagame d'être candidat à un troisième mandat consécutif. Au Burundi, on reste imperturbable. L'Europe ne trouve pas suffisantes les propositions de Bujumbura pour remédier aux violations des droits de l'homme dans le pays. L'UE annonce qu'elle prendra des mesures appropriées. En Centrafrique, l'appel est à la vigilance. Des barricades ont été érigées et des tirs entendus à Bangui après l'annonce des candidatures retenues pour la présidentielle du 27 décembre et le rejet d'une dizaine, dont celle de l'ex-président François Bozizé. Au Burkina Faso, le parquet militaire de Ouagadougou a inculpé le général Gilbert Diendéré dans le dossier Sankara. Les chefs d'inculpation en ont attentat, assassinat et recel de cadavres. Inculpation de Diendéré dans l'assassinat de Thomas Sankara. La vérité sous peu au bout d'un procès. La préoccupation sera abordée après ce générique. Maître Alain Rolla, nouveau rebondissement dans le dossier Thomas Sankara. Après les rumeurs folles, Diendéré a officiellement été inculpé. Votre réaction? Merci Joël. Je suis très heureux de revenir sur ce sujet puisque j'avais déjà eu l'occasion, lorsque la dépouille supposée être celle de Sankara a été exhumée et nous nous interrogions sur le fait de savoir si la justice irait jusqu'au bout. Eh bien, elle est en train de faire son petit pas et je salue la maturité du peuple burkinabé, la maturité des autorités politico-judiciaires du Burkina dans cette quête et dans cette recherche de la vérité. Un acte important vient d'être posé, l'inculpation du général putschiste. Avant d'être putschiste, il était soupçonné d'avoir été l'auteur ou l'un des exécutants ou des commanditaires de ce crime crapuleux qui a frappé toute l'Afrique, qui a frappé l'humanité. Et il semblerait d'ailleurs que ce soit la révélation de ces responsabilités qui est motivée ou qui fait partie des raisons pour lesquelles le putsch a été perpétré. Aujourd'hui, ces choses sont derrière et le général a été inculpé. Évidemment, inculpation ne signifie pas... Accusation. Culpabilité, si, c'est une accusation, parce que si on ne pense pas... Culpabilité, non. Non, parce que c'est toujours une juridiction de jugement qui dit que vous êtes coupable ou pas. Là, on est au stade des poursuites. C'est-à-dire, on déclenche les poursuites. C'est-à-dire qu'on va examiner les éléments qui permettent de dire c'est vous qui avez fait, vous faites partie de ceux qui ont commis cet acte criminel, ou ce n'est pas vous. Donc,
c'est l'œuvre de justice qui se poursuit, c'est la vérité historique qui va être plus ou moins établie. Ça, c'est heureux. Il faut l'encourager. Je suis ravi, je suis heureux. Et que le général puisse se défendre avec tous les moyens qu'il y a sur place. Je termine en disant, il faudrait prendre exemple sur ce qui se passe au Burkina. Parce que généralement, après un putsch comme celui-là, la communauté internationale ou la CEDEAO, dans leur sagesse, préconise généralement des arrangements du genre amnistie, on ne parlera plus de ci, on ne parlera plus de ça. Et grâce au peuple burkinabé et aux autorités qui les ont accompagnés, on tire les conséquences des responsabilités qui découlent de cet acte qui a voulu perturber la démocratie. C'est heureux, c'est à encourager. Et nous devrions nous en inspirer. Je suis ravi. Médric, vous réjouissez aussi ou vous craignez qu'on soit là en train de vouloir remuer le couteau dans la plaie? Non, mais je pense qu'après la société civile du Burkina Faso, qui nous a démontré de quoi elle était capable, en boutant dehors Blaise Compaoré et en empêchant que le putsch organisé par le général Diendéré ne soit une réalité, à la suite de cette société civile, disais-je, la justice burkinabé nous donne la preuve aujourd'hui que le Burkina Faso, lentement mais sûrement, est en passe de devenir une république moderne, une république qui pourrait rivaliser sur le plan du bon fonctionnement des institutions avec tous les autres pays du monde entier dans lesquels la démocratie libérale est en pratique. Je crois que le général Diendéré se retrouve au cœur d'une affaire qui intéresse tous les Burkinabés. Le décès de Sankara est comme une plaie que trimballe le Burkina Faso et il va falloir, pour les jeunes, pour les aînés, la cicatriser. Et pour cicatriser cette plaie, j'allais dire, il va falloir savoir qui a fait quoi, comment et quels sont les degrés de responsabilité des uns et des autres. Et je pense que en mettant la main ou en appelant le général Diendéré à répondre, c'est qu'on va appeler ses complices. On va appeler Blaise Compaoré. Pourquoi Blaise Compaoré? On va appeler, parce que c'est lui le grand bénéficiaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Un poste vacant, il va falloir l'occuper. Et l'ami a voulu continuer l'œuvre de son compagnon d'armes. Je pense que vous avez une manière bien à vous de poser les préoccupations, mais je pense que nous devons la vérité historique de reconnaître que Diendéré a été proche collaborateur de Blaise Compaoré. Ça, c'est vrai. Par reconnaissance d'un acte qu'ils auraient dû poser ensemble pour mettre en veilleuse cette révolution. Vous n'allez pas trop loin là parlant de reconnaissance. Donc je crois que les témoins existent, des faits existent. Et il y aura confrontation. Et les noms seront cités. On sera amené à appeler Blaise Compaoré forcément à répondre. Et le peuple burkinabé veut savoir la vraie vérité. La jeunesse montante, ceux qui n'étaient même pas nés au moment où Sankara vivait, mais qui prennent toujours aujourd'hui Sankara comme un repère par rapport à sa manière de gérer le pays, par rapport à son refus d'aller très vite vers la matérialisation des choses, par rapport à cette originalité qu'il avait d'imposer l'Africain par l'authenticité et beaucoup d'autres choses. Je pense que le peuple burkinabé veut savoir. Le président élu a l'obligation de laisser les choses se dérouler correctement pour permettre au peuple burkinabé, parce que c'était également l'un des thèmes de campagne, et de lui-même et de son second. Je pense qu'ils vont devoir laisser la justice suivre son cours, à la suite du général Diendéré qui doit répondre non seulement du putsch manqué, mais également de l'assassinat de Thomas Sankara. Il faut que les autres témoins d'époque, les faits d'époque arrivent à apporter leur grain de sel. Maître Alain Rolla, pensez-vous que Blaise doit aussi être entendu? Évidemment, je pense que ce qui touche Diendéré touche de plein cœur et directement Blaise Compaoré. Pour quelle raison? D'abord, parce que ce n'est pas sous son long règne qu'on a cherché à faire éclater la vérité. C'est déjà une faute. Bon, il y avait une équipe qui a fait un travail. Ils ont conclu que l'homme est mort d'une mort naturelle. Justement. Est-ce que ce ne sont pas les médecins légistes et autres qui ont mal fait le travail? Justement, pour avoir gobé et fait gober cette vérité pendant tout le long de son règne, je pense que le président Compaoré mérite d'être entendu et qu'on comprenne ce qui s'est passé. Vous avez dit que c'est son compagnon d'armes. C'est vrai, ils étaient ensemble. Et j'ai peur d'un compagnon qui ne se soit pas interrogé outre mesure de comment son prédécesseur, son compagnon est mort, avant de prendre la suite de ce qu'ils ont décidé de faire
ensemble. Enfin, l'élévation du général Diendéré pendant tout son parcours est la preuve, comme le disait Médéric, effectivement, d'une collusion, d'une complicité qui mérite d'être étalée. Nous voulons savoir, il n'y a pas que la jeunesse burkinabé qui a été frappée par ce qui est arrivé à... Tout un continent? C'est tout un continent, voire tout un monde. Donc ce qu'on demande, c'est la vérité. Est-ce que c'est une mort naturelle à 36 ou 37 ans ou est-ce un assassinat? On veut savoir. Qui a fait? Pourquoi? On veut savoir. Quitte après à ce que la sanction ne suive pas forcément, mais on doit au peuple burkinabé, on doit au peuple africain, on doit aux gens, par exemple, de ma génération, parce que ce président Sankara était adulé de nous, nous étions au collège, on nous doit la vérité au Burkina Faso, comme partout ailleurs. Au Bénin, il y a aussi des dossiers... Maître Alain Oron, là, dans cette affaire-là, vous dites qu'il faut aller au loin, très loin, et donc entendre, si possible, comparer, et vous savez ce que ça implique. Blaise aujourd'hui est hors du Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas un peu tout ce que ça peut amener? Est-ce que le Burkina Faso a les moyens aujourd'hui d'entendre Blaise sans coup férir, bien entendu? Ce n'est pas... Il faut se donner les moyens. Moi, je ne sais pas comment les choses vont tourner, hein, mais pour parler techniquement, on ne va pas, parce qu'il y a telle contingence, refuser l'œuvre de justice, refuser la manifestation de la vérité. Si Blaise Compaoré doit être entendu, soit il se présente spontanément, soit on va l'écouter où il se trouve, soit on lance un mandat. Il y a des instruments pour la chose. Ce n'est pas la position du président Blaise Compaoré qui détermine le cours de la justice. C'est la justice, parce que nous avons décidé d'avoir une justice, une vraie, de se doter des moyens pour parvenir à la manifestation de la vérité. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas des règlements de compte, ce n'est pas forcément la vengeance, mais c'est la manifestation de la vérité. Et ceci est important. Des gens ont pu apprécier que ce n'était pas utile de remuer le couteau de la plaie. Mais quand la plaie elle est béante, qu'elle est incurable... Ah bon, il vaut mieux y aller. Ben, il vaut mieux la saigner et qu'on finisse et qu'on referme tout. Mais après, si le rapport balistique est disponible, le test ADN, pas encore. Pensez-vous qu'on ira vraiment faire la manifestation de la vérité, comme tous le clament? Je pense que dans le cas de Thomas Sankara, comme dans le cas de notre illustre confrère, je veux parler de Zongo, il va falloir qu'on mette les petits plats dans les grands pour que la vérité se fasse connaître un jour. Parce qu'en définitive, de quoi il est question? Est-ce qu'on va éternellement permettre à certaines personnes de tuer, de brimer, de mettre en veilleuse le droit pour rester au pouvoir et pérenniser, j'allais dire, leurs habitudes antiphasiques? Est-ce qu'aujourd'hui, on va laisser mourir une deuxième fois Thomas Sankara pour que la jeunesse burkinabé, la jeunesse africaine se sente un goût d'inachevé? Est-ce que aujourd'hui, ce qui s'est passé au Burkina Faso, est-ce que nous allons accepter également que ça se passe ailleurs? Et pour que tel ne soit pas le cas, il faut rapidement faire connaître la vérité et que ceux qui sont coupables soient punis, qu'ils subissent les rigueurs de la loi, quitte à ce qu'ils reviennent encore au sein de la société une fois après avoir purgé le pain. Merci Médéric, mais on va finir cette émission avec une toute petite question à mettre. Alors là, on a l'impression que la justice dans son ensemble vacille en fonction un peu du gouvernement. L'UTT, le gouvernement de transition, à qui je rends aussi un hommage. Au passage, on n'aurait certainement pas connaître ce rebondissement. Pourquoi ça se passe comme ça? Ou pourquoi le citoyen lambda a-t-il simplement l'impression que ça se passe comme ça? Le citoyen lambda a raison de penser que ça se passe ainsi parce que, en raison de l'immaturité de nos dirigeants, on cherche toujours à avoir même mis sur la justice qui est instrumentalisée par des gens plus forts. Et la justice, c'est d'ailleurs un problème international, se libère de plus en plus. Nous avons commencé par un dossier où il y a des pressions forcément politiques. Quand on parle de pression diplomatique, il y a des pressions politiques qui s'exercent pour entraver le cours normal de la justice. Bon, on comprend, ceux qui sont au pouvoir doivent se protéger. Mais la justice s'affranchit et nous sommes partisans de sa libération. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement pour rendre justice ce qui a déjà une fait en soi, mais c'est également afin que l'histoire ne se répète pas. Quoi que ça coûte, il faut faire en sorte que nos dirigeants admettent, comprennent et s'enracinent dans la culture de ce que nul ne sera impuni. Nul n'est au-dessus de la loi. Chers invités, merci à vous. Mesdames, Messieurs, faire justice est bien, mais rendre justice est encore mieux.
C'est sur cette citation de Victor Hugo que mes invités et moi prenons congé de vous. Chaque jour est une vie et sachez la vivre à fond. À bientôt, toujours en compagnie de Sika.